RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Nicolas. Ce matin, vous recevez le haut-commissaire. Oui, Patrice Faure est avec nous. Monsieur le haut-commissaire, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation matinale. Vous avez été nommé haut-commissaire en Calédonie le 19 mai dernier, et puis ensuite vous avez pris vos fonctions début juin, au lendemain de ces fameuses discussions politiques à Paris auxquelles vous avez assisté. Est-ce que ça a été une entrée en matière qui vous a peut-être facilité les choses de rencontrer les acteurs politiques à Paris? Mais écoutez, d'abord, c'est assez rare qu'un haut-commissaire ou qu'un préfet puisse rencontrer les élus avant même sa prise de fonction. Mais en fait, c'est la situation sanitaire et puis l'organisation de cette réunion parisienne qui a conduit le ministre à demander à ce que je puisse participer à l'ensemble de ces débats. C'était évidemment pour moi une occasion d'abord de rencontrer vos élus, ce qui était extrêmement intéressant, de m'immerger dans un dossier que je ne connaissais pas, et puis de discuter à l'occasion de ces réunions, mais aussi après ou avant, avec l'ensemble de celles et ceux qui se trouvaient à Paris pour connaître leurs sentiments, leurs volontés, leurs soucis, leurs besoins. Et donc je pense que grâce à cela, j'ai gagné un temps précieux, puisque le temps est précieux, et que aujourd'hui nous avons un agenda à respecter, celui qui nous conduira jusqu'au 12 décembre, puis celui qui débutera à nouveau le 13 décembre pour construire ensemble ce que aura décidé celles et ceux qui pourront voter pour le oui ou pour le non. Alors justement, ce calendrier a été défini, il suscitait beaucoup d'attentes. Une fois qu'il est en place, c'est très bien. Que s'est-il passé depuis? Est-ce qu'il y a eu des avancées, ou est-ce que finalement on est encore dans le temps de la discussion pour voir comment les choses s'organisent? D'abord, à Paris, c'était la suite de l'initiative prise par le ministre Lecornu avec cette rencontre de l'Oprédour au mois d'octobre de l'année dernière. C'était en fait une main tendue de l'État pour que il y ait un lien entre l'ensemble des partis, et que l'ensemble de ces représentants politiques, de ces composantes du territoire puissent se parler, se dire un peu les choses, ce qui a été le cas. Et aujourd'hui, je constate que ce dialogue continue. Pour autant, nous sommes dans un calendrier d'échéances politiques locales, ça vous a pas échappé, puisque même si cette réunion s'est tenue à Paris, le 16e gouvernement était tombé. Donc nous sommes toujours dans l'attente d'un 17e gouvernement, comme vous le savez aussi. Il y a le renouvellement de la présidence du Congrès qui est en cours, ou en tout cas en cours de discussion. Donc aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que d'abord je vois les élus assez souvent, on s'appelle, on se voit. D'ailleurs, tous les jours, à compter de ce matin, je verrai les différentes composantes des partis politiques locales, de façon à ce que nous puissions évoquer l'ensemble des sujets, et puis que je puisse leur poser un certain nombre de questions, de façon à ce que nous puissions continuer à construire ensemble l'avenir et préparer le référendum. Un mot sur l'UNI, qui n'était pas présent aux discussions à Paris. Vous avez rencontré depuis le président Paul Néaoutine. Est-ce que l'UNI fait partie des discussions aujourd'hui que vous avez avec les différents acteurs politiques du territoire? Oui, écoutez, j'ai rencontré dès mon arrivée monsieur Paul Néaoutine à l'occasion d'un entretien d'ailleurs très chaleureux, très constructif, très intéressant pour moi. J'ai eu droit à un long couplet sur l'histoire, et ça m'intéresse. Vous savez que je suis un peu historien à mes heures, et donc évidemment c'est extrêmement intéressant. Non, mais l'UNI évidemment fait partie des acteurs politiques locaux, donc il est pour moi hors de question de les ostraciser. D'abord, ce serait pas républicain. Il s'agit pour moi d'être extrêmement neutre et de m'adresser à toutes et à tous, quelles que soient les composantes, de façon à ce que justement je puisse avoir des interlocuteurs pluriels. Alors on sait qu'il y a eu ce travail sur le fameux document sur le oui et le non préparé les conséquences du oui et du non préparé par les services de l'État. Ce document a vocation à être enrichi à la suite des discussions à Paris et distribué aux Calédoniens. Est-ce qu'on a une date? Je vais vous donner un scoop. C'est que nous sommes en train de choisir l'entreprise qui va le publier, en fait l'imprimer. Donc nous allons faire une impression de 1000 exemplaires. 1000 exemplaires que nous allons distribuer d'abord à l'ensemble des partis politiques, je reçois en ce moment même. Je vous dis à compter de ce midi pour les premiers. Alors ce midi, les premières impressions ne seront pas sorties, donc je le donnerai d'ici la fin de la semaine. Ce document a été finalisé ce week-end. Hier soir encore, dans la nuit, quelques modifications, en fait, et simplification de rédaction, parce que vous savez, un document administratif, c'est toujours un peu technique et c'est parfois un peu rugueux. Et donc le ministère et nous-mêmes avons souhaité le simplifier au maximum. Pour autant, ça reste un document de référence et donc un peu rugueux. Donc il sera imprimé dans les jours qui viennent. Nous le distribuerons donc
donc à l'ensemble des partis politiques, bien évidemment, mais aussi à la société civile, le monde économique, le monde associatif, l'ensemble des chefs de tribus également, et toutes celles et ceux qui le souhaitent pourront bientôt aller le télécharger sur le site du Haut-Commissariat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avec des agences de communication au niveau du gouvernement et du ministère des Outre-mer et de l'Intérieur, il y a une espèce de vulgarisation pour les principaux sujets qui est en train d'être mise en place, mise au point, de façon à ce que justement nous puissions toucher l'ensemble des publics, des plus jeunes aux plus anciens. Et de Nouméa jusqu'au dernier des villages de Nouvelle-Calédonie. Ce sera infusé sur l'ensemble des réseaux sociaux, bien évidemment, sur le site des services de l'État, et puis à l'occasion de d'émissions de radio ou de télévision. Donc les choses avancent sur ce point-là. Tout à fait, il s'agit... et nous ne faisons pas, et je le dis, et je l'insiste là-dessus, nous, État, ne faisons pas campagne. Ma seule volonté, la volonté du gouvernement, c'est d'être extrêmement transparent. Il s'agit de rendre ce document disponible et que tout le monde puisse y avoir accès. Après, les partis politiques feront campagne, parce que c'est non seulement leur droit, mais entre guillemets leur devoir, parce qu'ils ont été élus. Donc chacun sa partition. Les élus feront une campagne pour le oui ou pour le non, et nous assurons la transparence de ce document, une diffusion la plus large possible. Nous ne souhaitons pas que le lendemain du référendum, quelqu'un puisse dire « je ne savais pas ». Alors, dans le calendrier qui a été mis en place lors de ces discussions à Paris, il avait été évoqué par le ministre des Outre-mer la possibilité d'un comité des signataires. On avait évoqué même avant la fin du mois de juin. Où est-ce qu'on en est là-dessus? Est-ce que les choses ont avancé ou est-ce que finalement, il n'y a pas de nécessité immédiate de réunir les signataires? Alors, après un premier round de discussion avec l'ensemble des élus, que je revois encore aujourd'hui, je vais leur reposer la question toute la semaine. Force est de constater que tout le monde a pris acte que le gouvernement avait choisi une date, le 12 décembre, que l'ensemble des partis accepte, avec d'ailleurs une majorité au Congrès. Nous avons accepté le fait que on nous propose dès le mois d'avril l'organisation du 3e référendum. L'État devait désigner une date, en tout cas définir une date. On l'a fait, avec quelques critiques, mais c'est pas anormal. D'abord, c'est bien la preuve que nous sommes encore en France, puisque toute décision fait l'objet de critiques. Donc, on aurait pris une autre date, elle aurait été critiquée également. Donc là, tout le monde en a pris acte. Et donc, pour le moment, l'impression que j'ai, en tout cas c'est les retours que j'ai de l'ensemble de la classe politique, c'est que un référendum dans la situation sanitaire actuelle qui empêcherait probablement le ministre de venir, parce que vous avez imaginé un agenda de ministre, c'est extrêmement précieux et ça ne s'adresse pas qu'à un seul territoire. Voilà, et donc il s'agit peut-être de l'organiser après l'été, mais ça je ne le sais pas encore, puisque l'ensemble des rendez-vous que j'ai cette semaine permettra de faire une remontée d'informations au ministre qui décidera avec monsieur le Premier ministre. Dans tous les cas, il est encore possible de réunir un comité signataire avant le référendum si nécessaire. Oh oui, monsieur. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Alors, vous l'avez évoqué, le 17e gouvernement n'est toujours pas en place puisqu'il n'a pas réussi à élire son président. Est-ce que vous avez des informations? Est-ce que vous allez convoquer les membres du gouvernement prochainement, peut-être pour leur mettre un peu la pression en disant cette situation ne peut pas durer éternellement? Alors, des informations comme vous, j'en ai, mais elles sont parfois un peu changeantes, elles évoluent. En même temps, ce que je vois évoluer le plus, c'est le calendrier, effectivement. Et là, d'après les conversations que j'ai avec les uns et les autres, il semble que le calendrier se rapproche, et donc la date de convocation du gouvernement pourrait se rapprocher également. Donc pour l'instant... pour l'instant, il n'y a rien de bien tangible sur qui, quand et où. Enfin, où on le sait, ce sera à Nouméa, mais le qui et le quand, on ne le sait pas encore exactement. On a évoqué tout à l'heure évidemment le calendrier de préparation du référendum le 12 décembre 2021. Votre prédécesseur avait dit techniquement c'est bon, on a les moyens de l'organiser. Vous confirmez aujourd'hui que les services de l'État sont prêts pour la révision des listes, pour l'organisation des bureaux de vote en lien avec les mairies, pour l'arrivée des personnalités extérieures, tout ça se met en place? Oui, écoutez, un travail de fond qui avait été initié d'ailleurs avant la décision de la date, puisqu'en fait c'est quand même quelque chose que nous connaissons. L'ensemble des personnes, d'ailleurs je salue leur dévouement ici, ont organisé le premier puis le second référendum, donc il n'y a pas une grande nouveauté, c'est le dernier. Pour autant c'est une machine administrative assez lourde à mettre en place, et je remercie aussi l'ensemble des équipes du ministère de l'Outre-mer et du ministère de l'Intérieur qui également se sont mobilisés. Nous sommes sur une phase logistique de réservation des hôtels, bien évidemment, de gestion des allers et retours avec cette septaine qui est une contrainte supplémentaire, mais aussi de la désignation des délégués, de la désignation de l'ensemble des personnels qui vont nous rejoindre en renfort
pour des périodes un peu avant ou un peu après ou pendant le référendum. Donc c'est toute une gymnastique à mettre en place. Ensuite, il y a la gymnastique, entre guillemets, en tout cas la manœuvre des forces de sécurité intérieure, avec la définition de ce que sera le volume. Donc là, le ministère de l'Intérieur et le secrétaire général de la Défense nationale sont en train d'y travailler. Et donc, une fois qu'ils auront rendu les arbitrages sur les volumes des renforts et la nature des renforts, nous mettrons en place une manœuvre logistique locale avec les forces de l'ordre, de gendarmerie et de police. Et on sait à peu près quand ces décisions-là seront prises? À quelle échéance? Écoutez, elles sont, pour la partie logistique administrative, elles sont déjà prises, puisque cette nuit encore, des réponses à nos questions que nous avions posées ce week-end sont arrivées. Donc la partie gestion administrative du dossier est en route, avec un décret qui sortira demain, avec un certain nombre d'éléments qui sont déjà en place ou qui seront en place, avec la révision des listes électorales par exemple, générale ou spéciale. Et puis sur les forces de l'ordre, il y aura un CDSN le 6 ou le 7 juillet prochain, et les choses seront figées à ce moment-là sur les volumes et la nature des renforts fixés par Paris. Et puis nous montrons notre manœuvre entre guillemets logistique pour pouvoir accueillir tous ces renforts. Alors à propos de renforts, vous savez que la sécurité est une préoccupation des Calédoniens. Quel regard vous portez aujourd'hui sur la situation de l'insécurité en Calédonie, avec ce point aussi particulier que constitue Saint-Louis et la route qui passe devant la tribu? Alors, il y a ce que j'appelle, et ce que je n'aime pas beaucoup, le sentiment d'insécurité. Effectivement, il y a ici comme ailleurs quelques cambriolages, etc. Donc nous devons à toute force lutter contre ces malveillances. C'est un impératif. Les forces de l'ordre sont sur le terrain. Je les remercie très vivement pour leur engagement. Il y a aussi, ça et là, des pratiques qui remontent pas d'hier. C'est effectivement sur la route qui traverse la tribu de Saint-Louis avec des difficultés. J'ai reçu la semaine dernière 3 victimes d'un double vol de voiture qui s'était un peu mal terminé. Je recevrai demain, me semble-t-il, de mémoire, 3 autres victimes, notamment les parents et les enfants qui se sont fait molester sur une plage. Et avec les forces de l'ordre, nous allons mettre en place certains dispositifs, d'abord de prévention, d'accompagnement, parce que je pense que la répression n'est pas la seule réponse. Elle doit être là, elle doit être visible, elle doit être instantanée et spontanée, souvent ferme, mais aussi une forme de prévention, de façon à ce que justement nous puissions accompagner des populations qui parfois, par une forme de désœuvrement ou d'autres symptômes de la société, se manifestent par justement des caillassages ou d'autres méfaits qui sont regrettables et qui déstabilisent la société. Vous savez que les services de l'État sont parfois mis en cause en disant ils font pas assez, ils vont pas assez vite, ça fait des années que ça dure, rien n'est réglé. Vous entendez aussi ces critiques? Oui, je les entends. Écoutez, je suis aussi citoyen et donc je peux comprendre effectivement. Et c'est pourquoi je m'attache d'abord à beaucoup me déplacer et à recevoir aussi les victimes que j'ai clairement identifiées, de façon à ce que je puisse percevoir ce qu'est leur malaise, ce que sont leurs reproches, et puis éventuellement adapter les dispositifs que nous avons mis en place, qui parfois méritent d'être adaptés, méritent d'être complétés ou d'être revus ou d'être pérennisés parce qu'ils sont parfaitement adaptés. Et donc je fais entièrement confiance aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, pour pouvoir s'adapter à une délinquance qui elle aussi évolue. Alors monsieur le haut-commissaire, vous avez aussi choisi d'aller à la rencontre des entreprises calédoniennes assez régulièrement. Vous l'avez dit lors d'une première visite que vous avez effectuée dans une entreprise de Ducos, Biscochoc pour ne pas la citer. Ça aussi, c'est une volonté d'être proche du milieu économique pour voir aussi comment il réagit et comment il vit les choses. Sans économie, il n'y a pas d'État, et sans État, il n'y a pas de fonctionnaire, il n'y a rien qui fonctionne. Donc il faut bien qu'il y ait des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui permettent de payer les impôts. Et donc pour moi, c'est extrêmement important également d'aller à la rencontre des entreprises qui elles aussi peuvent rencontrer quelques difficultés en termes d'ordre public, mais aussi d'économie. Alors économie locale, qui ne dépend pas de moi bien évidemment, mais parfois aussi avec la défiscalisation qui elle répond à des règles nationales, avec des financements qui sont nationaux. Donc je souhaite pouvoir travailler avec eux, donc ceux qui sont dans l'industrie, mais aussi les artisans. Je me rendrai bientôt auprès d'artisans pour voir également quelles sont leurs doléances, de façon à ce que nous puissions avoir une vision assez exhaustive de ce qu'est la situation, de ce que sont leurs attentes,
parce que le lendemain du 12, donc dès le 13, nous devrons travailler soit sur un accord de transition, puisque le oui l'aura emporté, soit sur un nouvel accord post-Nouméa, parce que le non l'aura emporté. Et donc, c'est à ce moment-là, de mon point de vue, et c'est la réelle volonté du Premier ministre comme du ministre de l'Outre-mer, c'est de travailler sur le fond et sur la forme en regardant un peu dans le rétroviseur ce qui a été mis en place durant ces 30 dernières années, ce qui n'a pas forcément bien marché ou ce qui a très bien marché, les deux existent, avec peut-être quelques pistes d'amélioration, peut-être de simplification. Vous faisiez état tout à l'heure d'un déséquilibre budgétaire de la Calédonie, mais ce sera peut-être l'occasion de prendre des mesures de simplification et donc également de moindres coûts pour certaines politiques publiques. Mais en tout cas, il faut surtout pas se dire on va répéter un schéma. Je pense qu'on peut le répéter. Dans tous les cas, il est pas dans l'esprit du gouvernement et du ministre de l'Outre-mer de revenir sur les compétences. Les compétences ont été transférées, il n'y a pas de sujet. Pour autant, l'exercice des compétences qui a été transféré il y a quelques années peut être revu parfois quand c'est nécessaire, et c'est pas tout le temps nécessaire, dans une meilleure simplification, une plus grande transparence ou un moindre coût dans son exercice. Donc ça, il faut absolument, avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient politiques évidemment, mais aussi du monde économique, que nous puissions le faire à froid et sans animosité. Et rien n'est exclu du champ des discussions. Ben absolument pas, parce que c'est comme ça qu'on évolue. Puis, enfin, écoutez, ce beau territoire est autonome, et donc l'immense majorité des maux peuvent être réglés localement, sans ce que tout le monde vilipende en métropole, ce grand poids administratif, cette pesanteur. Là, tout est la main des acteurs locaux, et donc il faut absolument que l'ensemble des acteurs locaux puissent se parler sans idée de critique. Il s'agit de faire une critique constructive. Tout ce qui peut être amélioré devrait l'être. Patrice Faure, ça fait un peu plus de 15 jours que vous êtes sorti maintenant de Septène, que vous êtes à la résidence. Vous découvrez Nouméa, ses alentours, la Calédonie. Est-ce que c'est conforme à ce que vous attendiez ? Écoutez, c'est à peu près conforme à ce que j'ai lu. Maintenant, j'avoue que mes journées sont assez longues et donc entre le moment où je me lève et le moment où je me couche, je n'ai fait que travailler, y compris le week-end. Donc pour le moment, je n'ai pas pu découvrir de fond en comble la Calédonie. D'abord, ça serait très prétentieux de ma part, mais rassurez-vous, à l'occasion de mes différents et nombreux déplacements, je veillerai à profiter d'abord de ces paysages, mais aussi de ces populations, de leur culture, et évidemment de l'ensemble des contacts que je pourrais avoir sur le terrain. Monsieur le commissaire, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.